There is at least one person who did not like Bad Bunny's message Wonder last who night. that is. That was President Trump, who has made that clear from the very beginning. He was not a fan. He blasted the performance on social media after a weekend of controversy over a racist video that he reposted. So that sparked a lot of bipartisan backlash, but he is still refusing to apologize. Ed O'Keefe has more on all of this. Ed, good morning. But let's start with Bad Bunny's performance. What did the president have to say? We knew going in that he did not want to see this show happen. Il existe des événements publics qui ne se distinguent pas par ce qui se passe sur le terrain, mais par le déplacement institutionnel qui se produit en dehors de celui-ci. Lorsque les décisions personnelles, les ressources de l'État et les symboles nationaux se mélangent de manière inhabituelle. Dimanche soir dernier, alors que le Super Bowl se déroulait dans un stade bondé en Californie, le président des États-Unis suivait la retransmission depuis Mar-a-Lago, en Floride. Un lieu qui, bien qu'il soit présenté comme une résidence privée, reste lié à des coûts publics et à des protocoles institutionnels atypiques pour une personne qui n'occupe pas cette fonction. Cet épisode a attiré l'attention non pas à cause du match lui-même, mais en raison du contraste entre l'événement sportif le plus médiatisé du pays et le choix délibéré de s'éloigner physiquement de l'espace public traditionnellement associé à ce type d'occasion. Cette absence n'a pas été expliquée officiellement, ni annoncée comme une stratégie. Elle est néanmoins devenue perceptible lorsque des images et des enregistrements ont commencé à circuler, montrant le président assistant au match entouré de ses alliés politiques, de conseillers informels et de personnalités qui ont occupé ou disputent des postes importants dans le système judiciaire et la communication institutionnelle. Il ne s'agissait pas seulement d'une soirée privée devant la télévision, mais d'un environnement où la politique, l'influence et la structure étatique se superposaient de manière peu conventionnelle pour un moment de divertissement national. Peu après la mi-temps, alors que le spectacle continuait d'être diffusé à des millions de téléspectateurs dans le pays et à l'étranger, une manifestation publique a éclaté sur les réseaux sociaux du président. Le message ne traitait pas l'événement sportif comme une célébration collective, mais comme un objet de critique institutionnelle, remettant en question les normes, les valeurs et les représentations nationales associées à la performance artistique présentée. Le ton adopté contrasté avec le modèle historique observé chez les personnalités qui ont occupé la présidence, en particulier dans le contexte d'événements d'envergure mondiale. Ce changement de position est devenu plus évident lorsqu'on le compare aux manifestations parallèles d'autres acteurs institutionnels. Les gouverneurs, les anciens présidents et les représentants élus ont utilisé le même épisode pour renforcer les messages d'unité civique, de reconnaissance culturelle ou de simples félicitations sportives. La coexistence de ces récits, produits à partir d'un même événement, a révélé non seulement des divergences d'opinion, mais aussi des divergences plus profondes sur le rôle que jouent là les occasions publiques dans la construction de l'idée de pays. Au cours des heures qui ont suivi, les réactions ne se sont pas concentrées exclusivement sur le contenu du message publié, mais sur le contexte dans lequel il allait être diffusé. Les analystes ont commencé à observer le choix du lieu, la présence de certaines personnalités politiques et juridiques dans l'entourage immédiat du président, et l'utilisation continue des canaux de communication publique pour des commentaires qui échappent au registre institutionnel classique. Cet épisode a été interprété comme s'inscrivant dans un schéma plus large d'actions échappant aux mécanismes traditionnels qui régissent la séparation entre sphère privée, influence politique et appareil d'État. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans cette salle, ou au contenu spécifique d'une publication isolée. Il a été discuté comme un indicateur de la manière dont les anciens centres de pouvoir continuent de fonctionner parallèlement aux structures formelles, créant des zones grises, où les responsabilités publiques, les ressources collectives et les agendas personnels s'entremêlent. Pour les observateurs institutionnels, ce qui a retenu l'attention, n'était pas le commentaire en soi, mais la naturalisation de ce type d'arrangement à un moment de grande visibilité nationale. Certains suivent ces mouvements avec une attention constante, précisément parce qu'ils aident à cartographier les transformations dans le fonctionnement du système politique américain, en particulier lorsque des épisodes apparemment périphériques révèlent des dynamiques persistantes de pouvoir, de communication et d'influence. Pour comprendre ces signaux, il faut observer non seulement les grandes annonces officielles, mais aussi les gestes latéraux
les décors choisis et les schémas qui se répètent en dehors du centre d'attention. Cet épisode, pris isolément, ne redéfinit pas le fonctionnement des institutions, mais s'ajoute à une série d'événements qui ont été soigneusement analysés par ceux qui cherchent à comprendre comment la politique américaine fonctionne dans ses interstices, loin des cérémonies formelles et plus proche des décisions informelles qui façonnent l'environnement public au fil du temps. C'est dans ce contexte que cet épisode cesse d'être un simple fait, divers, insolite, pour être considéré à la lumière de mécanismes institutionnels plus larges. Le choix de Mar-a-Lago comme cadre récurrent pour les réunions politiques, la communication publique et la coordination informelle n'est pas neutre dans le système américain, surtout si l'on considère la relation entre les anciens présidents, la protection de l'État, le financement public indirect et les limites légales qui séparent les activités privées des fonctions de l'État. Au cours des dernières années, cet espace a progressivement changé de signification, passant d'un simple club privé à un point de convergence politique en dehors des canaux traditionnels de Washington. À partir de là, des acteurs institutionnels entrent en scène, ce qui accroît la complexité de l'épisode. La présence de personnalités ayant travaillé au ministère de la Justice, au Sénat et dans des structures partisanes nationales réintroduit des éléments formels dans un environnement qui se présente comme informel. Cette superposition crée un champ d'ambiguïté où il n'est pas immédiatement clair quelles interactions sont de nature personnelle, lesquelles sont de nature politique, et lesquelles peuvent avoir des effets sur les décisions administratives futures. Dans les systèmes hautement normés, ce type d'ambiguïté génère généralement des débats prolongés. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des épisodes apparemment périphériques sont désormais analysés avec plus d'attention par les juristes et les observateurs institutionnels. Les anciens présidents conservent des prérogatives spécifiques telles que la protection des services secrets et l'accès continu à des réseaux d'influence, mais n'exercent plus d'autorité exécutive. Lorsque ces éléments sont mobilisés dans des contextes de communication politique active, un terrain délicat apparaît, dans lequel la distinction entre liberté d'expression, capital politique accumulé et utilisation indirecte des structures publiques devient moins claire. Dans le même temps, le contenu de la manifestation publique faite pendant l'événement sportif s'inscrit dans un contexte plus large d'intervention culturelle comme instrument de positionnement politique. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, mais sa récurrence dans des environnements informels associés à des symboles nationaux de grande portée renforce la perception que l'arène culturelle est utilisée comme une extension du débat institutionnel, même en dehors des espaces délibératifs classiques. Cela déplace l'attention de la politique formelle vers des territoires où les règles de responsabilité sont plus floues. Dans ce scénario, les médias et les dirigeants politiques réagissent certains voient dans ces épisodes une continuité stratégique, basée sur le maintien de la visibilité et l'activation constante des bases politiques. D'autres les interprètent comme des signes d'érosion des frontières institutionnelles qui séparaient traditionnellement le mandat, l'après-mandat et l'action privée. Le débat se poursuit précisément parce que ces deux points de vue trouvent des précédents dans le système américain récent. À ce stade, il est important de suivre des analyses qui ne se limitent pas à des événements isolés, mais qui observent comment ces pratiques s'accumulent au fil du temps et interagissent avec les décisions judiciaires, les disputes électorales et les réorganisations internes des partis. La compréhension de ces mouvements dépend moins des gros titres ponctuels que des lectures continues qui relient les épisodes, les contextes et les structures formelles en transformation. À mesure que ce type d'action se répète, le système réagit progressivement, que ce soit par des débats législatifs, des révisions administratives ou des ajustements informels du comportement d'autres dirigeants. La question reste ouverte de savoir dans quelle mesure ces réactions parviendront à réabsorber les pratiques qui opèrent en marge du modèle institutionnel classique, ou si ces marges continueront à s'étendre en tant qu'espace légitime de pouvoir politique aux États-Unis. À partir des registres disponibles et des évaluations réalisées dans les heures et les jours qui ont suivi l'épisode, aucune interprétation commune n'a encore été établie quant à sa signification dans le cadre institutionnel. Un courant de juristes et d'analystes politiques estime que ce type de comportement relève des libertés traditionnellement associées aux anciens présidents qui, même après avoir quitté leurs fonctions, continuent à participer au débat public sans être soumis aux contraintes formelles liées à l'exercice de leur mandat. Selon cette interprétation, cet épisode ne serait qu'un cas de plus où des personnalités politiques de grande notoriété recourent à des événements culturels à large audience pour préserver leur visibilité et leur capacité d'influence. Dans une autre optique, certaines analyses interprètent la récurrence de ces épisodes
comme un processus graduel de remise en question des frontières institutionnelles classiques. Pour ces experts, l'élément central ne réside pas dans la légalité immédiate d'une manifestation spécifique, mais dans la normalisation progressive de scénarios hybrides dans lesquels des activités privées, des structures de protection étatique et une communication politique continue coexistent sans critères clairs de responsabilisation. Dans cette approche, le débat se déplace du contenu des discours vers la conception structurelle qui permet leur diffusion à partir d'espaces situés en dehors du circuit politique formel. Certains observateurs soulignent également les effets symboliques de ce modèle lorsqu'il se produit à des moments de grande exposition nationale. Des événements tels que le Super Bowl ont historiquement fonctionné comme des moments de convergence civique dans lesquels les différences politiques sont généralement atténuées au profit d'une expérience collective partagée. Lorsque de telles occasions sont utilisées, même indirectement, comme cadre pour des disputes institutionnelles, des questions se posent quant à la reconfiguration des symboles culturels et aux impacts cumulés de cette pratique sur la perception publique des institutions au fil du temps. Certains soulignent également que le système politique américain a une capacité d'absorption et d'adaptation, même si ces réponses se manifestent rarement de manière immédiate. Les processus d'ajustement institutionnel ont tendance à se produire de manière progressive et fragmentée, par le biais de décisions judiciaires, de révisions de procédures et de changements informels dans le comportement des acteurs politiques. Dans cette perspective, des épisodes comme celui-ci fonctionnent davantage comme des points d'observation que comme des catalyseurs directs de transformation, révélant des tensions existantes sans indiquer de résultats clairement définis. Jusqu'à présent, aucun consensus n'a été établi sur la question de savoir si ces pratiques resteront limitées à certains individus ou si elles pourront se répandre comme un modèle d'action parmi les futurs anciens titulaires de postes exécutifs. Cette incertitude maintient le débat ouvert entre les analystes qui identifient des risques potentiels pour l'équilibre institutionnel et ceux qui considèrent ce phénomène comme faisant partie d'une évolution plus large des formes de communication politique dans les sociétés hautement médiatisées. Ainsi, la discussion converge vers la capacité du système à différencier la participation légitime à la sphère publique de l'utilisation prolongée des structures associées au pouvoir étatique après la fin du mandat. Cette ligne de démarcation, encore en cours d'élaboration, dépendra des décisions futures, des interprétations juridiques et de la réponse d'autres dirigeants politiques à des normes qui continuent de se former. Le suivi de ces développements exige une attention constante à des épisodes qui, pris isolément, peuvent sembler périphériques, mais qui, pris ensemble, contribuent à révéler comment le fonctionnement institutionnel des États-Unis est mis à l'épreuve dans des domaines moins visibles du processus politique. C'est grâce à cette surveillance attentive, sans conclusion hâtive, qu'il devient possible de comprendre comment le système réagit lorsque ses limites sont explorées de manière continue et progressive.